Olivier, bonjour. La dernière Bonjour. fois qu'on s'était vu, c'était à l'occasion pour parler de ton expérience en tant qu'ancien employé de AXA Assurance, avec toutes les déconvenues que tu as soulevées, hein, qui ont pas mal fait parler d'elles. Et du coup, nous avions décidé de nous revoir, mais afin d'aborder un aspect tout aussi important, qui est celui de l'aspect clientèle. Alors pour ce faire, tu as convié deux de tes anciens clients, Anne et Tayeb. Anne, bonjour. Tayeb, bonjour. Déjà, première question, comment AXA a communiqué sur le licenciement d'Olivier? Anne? Ah, simple, un premier courrier me disant que Olivier était indisponible, Indisponible? indisponible, D'accord. et que dorénavant je devais appeler le service client. Alors bon, Sans donner de nom? sans donner de nom, ça c'était la première étape. Et environ 6 mois, 1 an après, je recevais un deuxième courrier me disant que suite au départ d'Olivier, Un an après? 1 an après, on me donnait le nom et l'adresse de mon nouveau conseiller, mais ni adresse mail, ni téléphone. D'accord. Ah ok, c'est radical. Et toi, Tayeb? Pour moi, c'est à peu près la même histoire que Anne. Je sais pas, voilà, c'est à peu près la même histoire. D'accord, pendant un an. C'est-à-dire que... Ouais, si- on est resté sans savoir pourquoi, le comment, voilà. Ok, mais c'est-à-dire que si... Livré à nous-mêmes. Ah ouais, ok, mais si vous était arrivé enfin, un incident ou un accident pendant ce laps de temps-là, comment ça aurait été géré, vous savez ou pas? On ne sait pas, on téléphonait, on nous renvoyait ou personne n'était là. Voilà. Ok, j'imagine qu'il n'y a pas eu de ristourne sur la prime d'assurance? Absolument pas, absolument pas. Ça serait même peut-être le sens contraire. Ah ouais, d'accord. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, ça faisait depuis combien de temps vous êtes chez AXA 2007 pour moi. 2007? Moi, ça doit faire 7-8 ans, oui. D'accord. Et combien de contrats vous avez accumulé? Alors, au maximum 9 contrats et 5 encore actuellement. D'accord. Moi, j'en ai 5. Ok. Et globalement, l'expérience que vous en tirez? Anne, comment Ça allait impeccable, sans aucun problème, avec une très grande réactivité du temps où j'étais suivie par Olivier. Tout à fait. Depuis qu'il n'est plus là, c'est la catastrophe. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter, là. C'est l'histoire de... Voilà. Voilà. D'accord. Pas de réponse, des Voilà. délais considérables. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et Anne, en aparté, tu nous avais parlé tout à l'heure, avant l'enregistrement, tu nous avais parlé d'une histoire de relevé d'informations demandé par AXA, mais qui était détenu par AXA. Tu pourrais nous en dire un mot? Mais j'ai eu la chance d'avoir une deuxième voiture qui a été assurée chez AXA pendant 1 an. Et à l'issue de la première année, dans les délais légaux, je le précise, l'assurance a été résiliée par AXA. D'accord. Pour quel motif? Alors, pas de motif énoncé sur la lettre, mais ça, c'est normal. Mais quand j'ai téléphoné au service client pour avoir le relevé d'information pour ma nouvelle assurance, j'ai demandé quel était le motif. Et le motif était, il manquait une pièce à votre dossier, c'était le relevé d'information. Je précise que mon assureur précédent était AXA. D'accord. Donc ils t'ont demandé un relevé, c'est bien ce que j'ai compris, ils t'ont demandé un relevé d'informations qui était déjà en leur possession. Exactement. Et quand tu leur as relevé cette incohérence là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Rien. Rien? Quoi, rien? C'est-à-dire quand tu leur as parlé, tu leur as dit quoi? Oui. Je leur ai dit, mais c'est mon ancien assureur, c'est vous. D'accord, et du coup ils t'ont répondu quoi? Ah bon, c'est tout. Ok. Enfin, il me semble que tu as eu un gros souci, enfin tu as encore un gros souci avec un accident de moto. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pas à moi, mon époux. Mon époux a eu un accident de moto non responsable. Comment s'appelle, les documents de la police qui est intervenu, tout à l'appui. C'est un accident qui date du 2 novembre 2011. D'accord, donc ça fait... Et ce dossier n'est toujours pas réglé. Et qu'est-ce qui bloque? L'indemnisation. Ouais. Il refuse de donner une valeur de remplacement à la moto. La valeur expert ne permet pas de remplacer la moto.
Ouais, parce qu'il y a, enfin, il y a le fameux décret où je sais pas. Oui, c'est dans le code des assurances. En Voilà, fait, on doit remplacer à l'identique ce qui a disparu. Et si la valeur de réparation est au-dessus de la valeur, C'était comment le cas. ça se passe? Alors là, normalement, enfin, la moto a été déclarée irremplaçable, enfin irréparable. irréparable. Bon, elle a été amenée dans un garage agréé par AXA. Et l'expert est passé. Quand j'ai appelé pour demander après l'expertise qui disait la moto non réparable, ce que je faisais de la moto, on m'a répondu débrouillez-vous. Ah, ouais, d'accord. Quand même. Il y a eu des frais de garde chez le garagiste que AXA refuse de prendre en charge. Alors, les frais de garde. Alors que c'est compris ou pas? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quand un véhicule est immobilisé, il y a des délais, le temps que l'expert soit mandaté, ce qui est relativement long chez AXA. Quand l'expert passe au garage et qu'il vérifie l'état du véhicule, et là, c'est ce qu'on appelle un véhicule en VEI, c'est-à-dire véhicule économiquement irréparable, c'est-à-dire que sa valeur de réparation dépasse la valeur vénale du véhicule. Donc, dans ce cas-là, c'est à AXA, effectivement, de s'occuper de tout. Si le véhicule doit être détruit ou déplacé, c'est à eux de s'en occuper. Okay, mais les frais de garde, et c'est dans le code des assurances, les frais de garde doivent être pris en charge par AXA. Et comme effectivement souvent ça traîne et qu'ils laissent traîner les affaires tellement longtemps, que les frais s'accumulent, le garagiste les facture, mais eux refusent de les payer. Et alors, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que tu as fait, toi Nous, on a payé les frais de garde. Ok, et du coup? Mais AXA refuse de nous les rembourser. Mais sur quel motif? Ah, aucun. Jamais ils n'ont communiqué sur ma demande de remboursement de frais de garde. Jamais. Jamais, d'accord. C'est une habitude. C'est une habitude, ok. Et là, quels sont les recours, là, aujourd'hui? Pour l'instant, j'en suis à je ne sais combien de recommandés avec accusé réception, mais sans réponse. Et d'ailleurs, il me semble que tu as écrit au président directeur général d'AXA, non? Non, je ne l'ai pas fait parce que ça ne servait à rien. Oui, de toute façon, il ne répond pas, alors comme ça... D'accord. Et là, tu conseilles quoi dans ce genre de situation? Dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit, effectivement, il faut faire une lettre de mise en demeure et... c'est déjà fait. Et, voilà, et attendre effectivement le retour qui ne vient habituellement pas. Ensuite, on a la possibilité de dénoncer effectivement tous les manquements à la direction. Et ensuite, éventuellement, de saisir un tribunal d'instance par une déclaration en bref. Tribunal d'instance, oui. Le tribunal d'instance, c'est là où, effectivement, on vient se plaindre des litiges avec les compagnies d'assurance. La déclaration en greffe, c'est très simple. C'est un document qu'on peut imprimer sur Internet. On note ses coordonnées, les coordonnées de la compagnie, et au milieu, donc, on a un petit explicatif de texte dans lequel on explique ce qui ne va pas. Ensuite, il suffit de faire des conclusions, c'est-à-dire c'est un document dans lequel on retrace tout ce qui s'est passé. Les preuves qu'on va donner effectivement au juge pour permettre de se faire indemniser de son préjudice. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier de transmettre en copie à la compagnie toutes les pièces qu'on va présenter devant le juge. Ça s'appelle le contradictoire. Sinon, les pièces ne sont pas recevables. Mais attends, il y en a pour combien de temps? T'imagines l'énergie, le temps gaspillé pour quoi? C'est un sacerdoce. Très clairement, c'est une vraie galère aujourd'hui. Je crois que les litiges devant les médiateurs ont augmenté de 400%. Les compagnies d'assurance, très clairement, aujourd'hui, mettre des bâtons dans les roues. C'est quoi? C'est une politique de découragement, en fait. Complètement. C'est même du pourrissement. De pourrissement, oui, tout à fait. Ah, parce qu'en plus, il y a un délai au-delà duquel rien n'est recevable. C'est quoi le délai? Ensuite, si on veut attaquer la compagnie d'assurance devant un tribunal, il faut savoir qu'il y a des délais. Je crois que c'est 2 ans de mémoire. Donc ça veut dire que leur façon de faire, et là, on n'a que 2 clients ici, mais j'ai une 50aine de dossiers dans lesquels ça n'est absolument pas réglé. Et donc l'idée, c'est de pourrir l'affaire jusqu'au bout du bout, avec des conseillers qui n'interviennent pas. Moi, j'intervenais systématiquement. J'ai même relancé dans le cadre de leurs affaires, alors que j'étais en arrêt de travail et que je me rendais compte
qu'il n'était plus suivi, que c'était un vrai désarroi, et que j'ai essayé d'appeler les services pour leur dire « mais qu'est-ce que vous faites avec mes clients? Qu'est-ce que vous faites avec mon portefeuille ?» la seule réponse ça a été « monsieur, vous êtes en arrêt de travail, vous n'avez pas à intervenir ». Donc non seulement ces deux personnes-là ont subi des choses qu'on n'aurait pas à subir en tant que client, mais en plus de ça, les engagements d'AXA, comme quoi effectivement, en étant en arrêt de travail, ils me l'ont écrit noir sur blanc, hein, ils s'occupaient de mes clients par un service pendant que j'étais en arrêt de travail, c'est du pipeau. C'est du pipeau total. Ils ne se sont occupés de rien du tout. Il y avait deux personnes qui étaient chargées de s'occuper de mes clients, l'un qui était complètement débordé parce que le second n'était absolument pas formé à l'IARD. Je rappelle que l'IARD, c'est incendie, accident, risque divers. Ça concerne l'auto, l'habitation et un petit peu les assurances obligatoires. Et cette personne-là n'était absolument pas formée. Il ne savait même pas faire un devis. Je l'ai effectivement expliqué à Monsieur Frécon, qui est le directeur des affaires générales, qui m'a dit, pour seule réponse, monsieur, vous allez arrêter de dénigrer vos collègues. C'est quand même incroyable. Donc, il ne faut pas hésiter à saisir les tribunaux d'instance, parce que passé 2 ans, AXA n'est plus condamnable, et ensuite, eh bien, à part les médias, il n'y a pas d'autre solution. Vous avez un article qui est paru dans Que Choisir qui dénonçait la façon scandaleuse les pratiques scandaleuses d'AXA concernant les salariés commerciaux. Il y a eu un appel à témoins que vous pouvez retrouver sur Internet très facilement sur Que Choisir, qui fait appel à témoins sur toutes les personnes qui sont clientes d'AXA et qui ont à se plaindre. Et un article doit être fait sur le sujet prochainement. Et il ne faut pas hésiter à appeler donc Elisa Houdin, qui est journaliste à Que Choisir, et qui a fait cet appel à témoins. Et c'est elle qui s'occupe du dossier. Voilà. D'accord. Et du coup, Anne, tu as communiqué un petit peu avec cette dame-là? Non, Olivier m'en avait pas parlé encore. C'est en cours. D'accord. Alors, Tayeb, tu pourrais nous expliquer un peu les mésaventures que tu as vécues, une des mésaventures en particulier? Tout à fait. Alors moi, j'ai vu un cambriolage il y a à peu près un an, oui. Depuis, on m'a volé principalement des bijoux. Alors les bijoux n'ont pas été remboursés, soi-disant parce que je n'avais pas l'assurance valeur de bijoux. Alors depuis, c'est resté en stop-up. Et pour l'instant, il n'y a absolument rien. Est-ce que tu pourrais nous dire qui t'a vendu le contrat d'assurance? Monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur le conseiller? Alors, c'est pas, on vend pas un contrat d'assurance. Les gens ont des besoins et les compagnies d'assurance ont des solutions. C'est pas comme si on achetait quelque chose. C'est pas un bien matériel. Ouais, d'accord. Tu souscris un contrat d'assurance, mais bon, c'est pas. Ce qui est très important, et je sais plus si je l'ai dénoncé dans la dernière vidéo, il faut savoir que le réseau salarié d'AXA, donc je ne parle pas des agents généraux et des courtiers, je parle des salariés. Toutes ces personnes-là ont un contrat de travail dans lequel ils sont habilités à commercialiser, si on peut dire, des offres de banque, de placement et d'IARD, donc auto, habitation, etc. Je ne sais pas si je l'ai dénoncé dans la dernière vidéo, mais il n'y a aucune formation concernant les conseillers sur l'IARD. Aucune formation. C'est un défaut qui est contraire à la loi, puisqu'on est obligé, AXA est obligé de former son personnel et il ne le fait pas. De mémoire, l'endroit où j'ai été, où j'ai eu une sorte de formation, on a eu une demi-heure sur l'auto, une demi-heure sur l'habitation. Autant dire qu'avec les questions de nos clients... Là, on va atteindre le défaut de conseil, c'est ça? Ouais, mais par contre, là, pour revenir sur l'affaire de Tayeb, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Tu t'es fait cambrioler avec effraction, on t'a volé des bijoux, les bijoux n'ont pas été remboursés. Comment ça se passe dans ce genre de cas? Alors, c'est le problème, c'est qu'à partir du moment où les conseillers ne sont pas formés, quand on fait un contrat... Oui, mais là, en l'occurrence, c'est toi le conseiller qui a vendu l'assurance, non? Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi, j'ai demandé, effectivement, j'ai posé les questions qui me semblaient importantes, mais on n'a aucune trame, aucune possibilité d'avoir comment dire, on n'a pas
n'a pas de base pour assurer quoi que ce soit. On regarde les pièces, on se dit bon, il y a tant de pièces, bon, les clients savent aussi. En général, comme ils sont déjà assurés précédemment dans une autre compagnie d'assurance, ils nous donnent le contrat, on regarde et on essaye de faire quelque chose à l'identique. Alors de préférence meilleur au niveau tarif et meilleur au niveau garantie. Mais on n'a pas la formation, aucun conseiller n'a la formation. Toi, tu l'avais pas eu la formation à cette époque-là? Aucune formation. Et de mémoire, je connais Taïeb depuis 20 ans. Et donc, il est clair que quand on s'est rencontrés, c'était en 2006, il me semble, en 2006. Et donc, j'avais pas la formation. Ok, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Voilà. Ok. Donc du coup, en fait, on n'a pas pu te rembourser les bijoux, mais comment ça se passe? On t'a réclamé des factures? C'est quoi? Tout à fait. J'ai fourni une facture, surtout sur ma bague de fiançailles, j'ai fourni la facture. Ouais. Et depuis, rien. Pas de nouvelles. C'est le silence total. Alors que tu as réussi à retrouver une facture qui date d'il y a plus de 30 ans. Depuis 30 ans, oui. Ok. Et du coup, pas de nouvelles. Silence total. Moi, je les ai relancés un nombre incalculable de fois. Non, c'est la politique du pourrissement et c'est la politique du silence radio total. Ouais, exactement. Ils découragent les gens. Récurrent comme façon de silence total. J'ai plusieurs dossiers en attente. Là, ton dossier de moto, ça fait combien de temps? 4 ans. Enfin, ça va faire 4 ans. 4 ans. Alors, quand on voit la Mais 4 ans, c'est-à-dire que là, en théorie, au bout de 2 ans, il y a prescription pour eux. C'est bien ça? Oui, enfin ça n'empêche que on peut effectivement continuer de régler le problème avec eux, ou alors effectivement de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dénoncer ce qu'il en est, et ou appeler Courbet, ou aller dans des émissions, dénoncer, et là ils ont très très peur de la presse. Ils n'aiment pas ça du tout. Parce qu'il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça qui peut éventuellement leur faire de l'ombre. Sinon, le reste du temps, tant que les gens vont pas devant le tribunal, tant qu'il n'y a pas de condamnation, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils continuent comme ça. Hein. Voilà. Ouais, et donc, je voulais dire, c'est ce que je voulais dire juste avant, quand j'entends et quand je vois la publicité d'AXA qui dit qu'ils interviennent sous 5 jours, c'est 5 jours, c'est ça? Ouais. Voilà, sous 5 jours, et que c'est les meilleurs et qu'ils ont le meilleur service, il y a plus qu'un vrai doute. Hein. Ça a été, mais c'est plus. Alors, c'était du temps d'Olivier. Voilà, tout à fait. Voilà. Ce qui compte, c'est comme dans une banque, ce qui compte, c'est votre conseiller. C'est son implication, c'est ses actions. Vous lui demandez d'intervenir, il intervient, ça se règle. Si effectivement vous êtes livré à vous-même et qu'il n'y a plus de conseiller, évidemment... ou que tu changes de conseiller tous les 2 ans, 2 ans et demi. Donc du fait que... on retrouve exactement le même cas avec les banques. Hein, par exemple, à une époque, tu pouvais garder un banquier... un conseiller 10, 15 ans, donc du coup il connaissait bien ta famille, etc. Là on change de conseiller tous les 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme si on installait une espèce de distance mécanique, automatique avec le client, histoire de déshumaniser la relation. Mais il y a une raison pour ça. Oui. Il y a la raison, je vais vous la dire puisque c'est important. Pourquoi les banquiers, enfin en tout cas pourquoi dans les banques où vous changez de conseiller tous les ans, tous les 2 ans, c'est parce que si vous avez une relation avec un banquier qui dure 10 ans, 15 ans, et que malgré les conventions de compte, il y a des pratiques répétées et régulières, c'est-à-dire de couverture du compte par le conseiller, etc., si ces pratiques perdurent et qu'on peut prouver qu'elles ont eu lieu pendant 10 à 15 ans, ou même ne serait-ce que 3-4 ans, effectivement, ensuite, ce sont des usages qui rentrent ensuite dans la convention de compte de fait. Et ça, les banquiers n'en veulent pas, évidemment. D'accord. Alors, pour revenir sur le cas d'AXA, moi, on s'est un petit peu renseigné en surfant. Je suis tombé sur le site 60 millions de consommateurs et je suis tombé sur un témoignage assez troublant, cocasse même. Alors, je te le lis. Hein. J'ai souscrit il y a 36 ans une assurance vie chez AXA, payée par virement trimestriel. Celle-ci devait m'assurer lors de 40 ans de cotisation mon capital ainsi que les intérêts générés pendant ces années, le total étant estimé à plus de 30 000 euros. Récemment, j'ai contacté cette assurance pour estimer le montant que je devais percevoir et j'ai appris que mon solde atteignait à peine 9 200 euros. J'ai alors demandé des explications. Pour rappel, c'était une assurance vie. Hein. Donc, tu es censé en bénéficier encore en vie, au bout de 8 ans, en théorie. Minimum. Alors, récemment, j'ai contacté cette assurance. La somme correspond
en fait à la somme du capital versé, mais sans les intérêts générés depuis 34 ans. En effet, après mon affiliation à l'assurance vie, celle-ci a changé sans m'avoir informé. Les intérêts ont alors servi pendant toutes ces années à payer une assurance décès. Donc ça veut dire qu'on est passé d'une assurance vie auquel tu es censé, dont tu es censé bénéficier en étant en vie, c'est passé subrepticement par une assurance décès. Et par définition, l'assurance décès, t'en profites pas. Jamais, c'est les héritiers. Oui. Donc en fait, pour conclure, je m'attendais à toucher une somme conséquente. Je toucherais à peine le tiers de la somme que je devais toucher. Depuis, j'ai cotisé à une assurance décès dont j'ignorais tout. Malgré mes contacts, l'assurance ne veut rien savoir. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? C'est des pratiques courantes, ces histoires Est-ce qu'on peut faire souscrire à une assurance sans faire signer, sans en parler? Est-ce qu'on peut switcher comme ça d'assurance vie à assurance décès en théorie? Non, c'est pas possible. Ça, pour moi, cette affaire-là, c'est un défaut de conseil pur et simple. D'accord. C'est-à-dire que le conseiller doit expliquer exactement quel est le produit que le client souscrit. Ça paraît clair, c'est honnête, c'est normal. Voilà. Là, il y a un défaut de conseil évident. D'accord, mais le coût du défaut de conseil, déjà, tu peux nous donner la définition exacte du défaut de conseil? Le défaut de conseil, c'est très clair, c'est expliquer à un client un produit tel qu'il n'est pas. C'est-à-dire C'est-à-dire lui expliquer par exemple qu'il va faire un placement, sans lui expliquer qu'à l'intérieur de ce placement, il y a une partie prévoyance qui part à fond perdu. Le client se dit je verse tant par mois, multiplié par le nombre d'années, à ma retraite, je devrais avoir normalement un capital de temps. Comment tu prouves un défaut de conseil, par exemple? Concrètement, tu le prouves comment? On avait dit dans la dernière vidéo que je donnerais quelques astuces. Il faut effectivement... parce que après la preuve, pour apporter la preuve du défaut de conseil, c'est très très compliqué. Parce que le conseiller va dire mais je vous en ai parlé, le client va dire mais pas du tout, et ensuite la balle au centre. Donc là, justement, tu m'avais parlé tout à l'heure d'un croquis. Voilà, parce qu'en fait, dans pratiquement 100% des cas, l'explication est faite sur un document tout simple, dans lequel, effectivement, on explique les dates de démarrage du contrat, la date de la retraite ou la durée du contrat de 20, 30 ans, et on donne des chiffres et on marque tout ça. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument conserver ces documents, ne les laissez pas au conseiller, gardez-les, parce que ça sert de preuve. Ça, c'est le premier conseil. Alors, on ne va pas aller jusqu'à enregistrer l'entretien avec le conseiller, mais au bout d'un moment, quand les gens en ont marre de se faire... bien sûr, il suffit de lui demander son accord. On va peut-être avoir des petits problèmes parce qu'il y en a qui ne vont pas du tout être d'accord, parce qu'il y en a qui vendent de la soupe à la place de ce que c'est. Et au bout du compte, arriver à prouver un défaut de conseil, c'est très compliqué. Donc, il faut garder les documents sur lesquels c'est écrit, et éventuellement lire les conditions générales du contrat pour se rendre compte si ce qui a été vendu, c'est bien la réalité. Parce que là, si vous avez une possibilité de faire quelque chose, c'est tout de suite. La plupart des gens, vu les conditions générales, c'est des bottins. Mais c'est incompréhensible. On vous renvoie à l'article temps, le truc. La plupart des gens font confiance au conseiller. D'accord. Ils rangent leurs documents et ils se disent on va essayer de penser que ça va bien se passer. Il y a un délai de rétractation parce que des fois, alors les délais de rétractation c'est 30 jours, donc vous avez la possibilité de 30 jours, t'es sûr? C'est 30 jours. C'était une semaine. Il y a 7 jours, ça dépend de ce qu'on des produits, mais pour les contrats d'assurance c'est 30 jours. Donc à partir du moment où on signe son contrat, il est impératif de lire les conditions générales du contrat, qui d'ailleurs, ça c'est autre chose, quand on signe la proposition d'assurance, en tout cas chez AXA, les conditions générales partent automatiquement. Bon, ça peut arriver qu'on ne les reçoive pas, il faut les réclamer si on les a pas reçues. Et ensuite, les conditions particulières, c'est-à-dire ce qu'on a souscrit nous dans le contrat, arrivent. Il est très important que les gens se rendent vite compte de ce qu'ils ont souscrit, si le conseiller a été honnête ou pas. D'accord. Parce qu'après, pour les recours, c'est très très compliqué. Il y a les conditions générales et il y a les conditions d'exclusion à lire aussi, parce que Anne, tu peux nous en raconter, elle est pas bonne, mais elle est...
Bon, Pertinente celle-là aussi. C'est quoi cette histoire Alors cette histoire, c'est pour une assurance vie. Ouais. Mon mari est décédé il y a un peu plus de 6 mois. Et quand je me suis tournée sur AXA, j'avais une assurance vie chez AXA. Quand je me suis fait tourner chez eux, normalement, l'assurance vie, alors c'était dans un capital à récupérer. Mais non, c'était une assurance vie. Mais il était précisé sur le contrat qu'il y avait, en cas de décès, la possibilité d'un capital. D'accord. Bien. Sauf que mon mari est décédé d'un accident de deltaplane, et bien entendu, ça fait partie des exclusions. C'est quand même incroyable, ça. Par contre, pour l'assurance vie, alors, j'ai bien récupéré le capital, sauf que le conseiller, donc mon nouveau conseiller, est venu à la maison pour régler justement les modalités liées à cette assurance vie, sans le dire de façon vraiment claire, nette et précise, mais il m'a laissé entendre que je ne pouvais pas récupérer le capital, que je n'avais qu'une possibilité, c'était réinvestir le capital dans une assurance vie à mon nom. Et alors, t'en penses quoi, Olivier? Ça s'appelle de la vente forcée. Ouais. C'est évidemment un très très. C'est même pas un conseil, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Et alors, dans ce cas concret, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Lui demander par mail, par exemple Alors, de toute façon, à partir du moment où vous avez un conseiller chez vous qui vous fait une proposition, le mieux c'est toujours de demander un écrit. C'est-à-dire de lui dire, bon, vous nous faites un petit topo de ce qu'on a discuté par mail, par exemple, mais toujours essayer de garder une trace. Parce que là, en l'occurrence, dire à quelqu'un, vous n'avez pas d'autre possibilité que de réinvestir votre capital suite au décès de votre mari, c'est quand même incroyable. Si elle avait refusé, concrètement, c'était son droit. C'était son droit. Ah, mais bon, c'était son droit. On voit bien l'histoire de la moto, là. Son droit. Au bout de 4 ans, il n'y a pas de nouvelles. Donc, oui, enfin, c'est des pratiques, c'est des pratiques d'AXA. Voilà. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont les plus beaux, les plus forts et les meilleurs. Il y a quand même de sacrés doutes. Il suffit d'aller voir sur la page Facebook d'AXA, il y a que des réclamations. Et je peux vous dire que ça n'est pas prêt de s'arrêter. Donc là, du coup, pour revenir sur les petites astuces, dans le cas de Tayeb, tout à l'heure, tu nous parlais de... Si on n'a pas de facture, qu'est-ce que tu conseilles en fait? Par exemple, tu nous avais conseillé de faire une expertise des bijoux. Alors, dans le cas, par exemple, Anne a une très belle bague d'ailleurs, mais elle n'a pas de facture. Alors comment ça se passe? Alors en fait, il y a plusieurs astuces. La première astuce, c'est de faire expertiser tout ce pourquoi on n'a pas de facture. Par exemple, si on a une bague qui vient de la grand-mère, eh bien il faut faire une expertise. C'est pas pour ce que ça coûte, ça doit coûter entre 0,5% et 1% de la valeur. Donc même si c'est une bague qui vaut 1 000 euros, vous dépensez 10 euros auprès d'un expert. En cas de vol, vous serez remboursé 1 000 euros, puisqu'on ne tient pas compte dans les compagnies d'assurance de la valeur affective. Ah non, il n'y a pas besoin de l'envoyer, il suffit de la conserver chez soi. Et en cas de vol, effectivement, à ce moment-là, bien sûr, de la donner. D'accord. Voilà. Ah, tu la donnes pas non. Pendant Alors, tu la donnes pas, l'expertise, tu l'envoies pas à ton assureur? Si on se les fait voler, oui, évidemment. Et ça, c'est pas contestable, puisque une expertise est valable 30 ans. Donc un expert qui dit j'ai vu cette bague, il a fait un descriptif, il a donné une valeur, la valeur c'est valable 30 ans. Ouais, mais là, par exemple dans le cas de Tayeb, il avait une facture, il l'a envoyée. Alors, il y a en fait plusieurs choses. Il y a soit vous avez la facture, ouais. Soit si vous n'avez pas la facture, vous pouvez avoir des photos, des témoignages, mais là c'est encore un petit peu compliqué parce que savoir si c'est de l'or ou du plaqué ou si c'est du diamant ou du zircon, c'est un autre problème. Vous avez aussi, autre astuce, les factures de nettoyage ou de réparation. Parce que les professionnels qui vous ont nettoyé ou réparé vos bijoux ont fait un descriptif de ce qu'ils ont réparé. Et là, vous pouvez la donner, ça c'est une preuve. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est vrai que pour tout ce pourquoi on n'a pas de facture, il vaut mieux faire une expertise. Je vous dis, c'est pas pour ce que ça coûte, mais au moins ça permet d'avoir une vraie valeur de ces biens.
Il y a aussi le fait de faire une vidéo, ça aussi c'est intéressant. Alors ça oui, c'est pas là, dans le cas où pour les bijoux non, évidemment. Ouais, mais pour moi, j'ai toujours conseillé à tous mes clients de faire une vidéo chez eux. On a tous un téléphone portable, vous l'envoyez sur votre boîte mail, même si la maison flambe, eh bien de toute façon Hotmail ou Yahoo ça ne flambe pas. Donc vous avez votre vidéo et vous la donnerez à l'expert et ça lui permettra effectivement de pouvoir comptabiliser tout ce que vous aviez à votre domicile. Bon, encore que les factures ont peut-être brûlé aussi, donc ça après c'est un petit peu compliqué, mais les experts savent que quand on a un sinistre, souvent on est extrêmement choqué, donc on se rappelle pas forcément de tout ce qu'on a chez soi. Donc faites une vidéo et vous l'envoyez sur votre boîte mail et comme ça en cas de pépin, eh ben vous savez ce que vous avez chez vous. Voilà. Sur l'expertise du fameux expert mandaté par AXA. Justement, tu as encore une anecdote. C'est vrai que tu as souffert quand même. Alors, dis-moi. Alors j'ai eu un dégât avec la grêle de l'année dernière. D'accord. C'était au mois d'avril, je crois. 2014. Oui, 2014. L'experte est passée il y a à peu près 3 mois. Il y a seulement 3 mois. Ah oui, avec un an de... Oui, d'accord. Presque. Pour vérifier les dégâts. Et il se trouve que j'ai une véranda de 13 mètres 30 de long, mais 2 mètres de large, qui n'est pas chauffée. C'est du polycarbonate, c'est une véranda où il fait 0 en hiver. Hein. Et en regardant mon contrat d'assurance pour la maison, elle s'est rendue compte que la véranda était considérée comme une dépendance. Sauf qu'elle a considéré que c'était une pièce à vivre. Dans quel but, dans quel intérêt à ton avis? J'ai reçu après un appel téléphonique d'AXA qui m'a dit qu'on allait revoir mon contrat. D'accord. Parce que de 5 pièces, ma maison de 5 pièces passe à 6. Ok. Je voudrais bien les voir vivre par 0 degré en plein hiver. Hein. Ton avis par rapport à ça, c'est le rôle de l'expert de faire de la délation comme ça Alors, c'est pas... C'est de la délation. Ça dépend de comment on se place, mais c'est vrai que l'expert, il a donc une expertise à rendre. Il doit effectivement vérifier la conformité du contrat et des lieux. Si effectivement, au moment où il se présente, le contrat assure un appartement de 5 pièces et qu'il voit une maison, il y a pas de conformité. Donc il est obligé de dire à la compagnie, excusez-moi, je suis en train de faire une expertise sur un bien qui correspond pas au contrat. Mais je rappelle toujours l'absence de formation des conseillers. Alors d'aller se tromper entre un appartement et une maison, bon, parce qu'il n'y a aucune vérification de ce que fait le conseiller. Hein. La compagnie va pas vérifier si le bien est conforme ou pas, malgré le défaut de formation. Hein. Le seul problème, c'est que vous avez je crois que tu as un bureau qui fait 8 mètres carrés. Oui. Bon, un bureau de 8 mètres carrés n'est pas considéré comme une pièce, puisque je crois que c'est au-delà de 13 mètres carrés. Donc, les 5 pièces correspondent bien avec la véranda. Le seul petit souci peut-être qu'il y avait sur ce truc-là, c'est que la case, puisqu'il y a un nombre incalculable de cases à cocher, peut-être que la case véranda n'était pas cochée, mais le nombre de pièces est bien de 5. Les compagnies d'assurance aujourd'hui, il faut savoir que s'ils peuvent freiner des cas de fer pour éviter de rembourser, ils s'en gênent pas, hein, ça faut le savoir. Les experts sont là aussi pour... ils sont normalement indépendants. Vous avez des tonnes de vidéos sur Internet où beaucoup d'experts dénoncent le fait que les compagnies d'assurance font la pression parce que, évidemment, si l'expert... un bon expert pour eux, c'est un expert qui va leur faire indemniser 2000 € sur un sinistre où ils auraient dû en sortir 4. Et c'est des gens qui vont être plus embauchés que d'autres experts honnêtes qui, eux, vont donner une expertise qui va pas arranger la compagnie. Ça, faut le savoir. D'accord. Et pour revenir, en mot de conclusion, pour revenir sur l'affaire le sinistre de la moto, là, du fait que vous étiez pas en tort. En théorie, c'était à l'autre assurance de payer. Pourquoi mais en l'occurrence, c'est la même. Ah, ben voilà, ok. Alors, oui. Ils avaient tous les deux protagonistes avaient le même assureur. Alors, ce qui est très important à comprendre, parce que la plupart des gens pensent que quand on a un sinistre,
et que c'est l'autre qui est en tort, c'est l'autre compagnie qui paye. Mais c'est complètement faux. C'est votre compagnie, toujours, qui assume vos réparations. Il y a des accords entre compagnies et chaque sinistre est indemnisé sur une base forfaitaire. Bon, ça doit être dans les 800 €. Donc, vous avez un sinistre avec un adversaire. Vous avez raison, il est en tort. La compagnie donne à l'autre compagnie 800 €. Bon, ça doit être 700 et quelques euros. Il y a un accord entre compagnies. 800 €. Oui, mais Peu importe le montant du... Peu importe le montant du sinistre. Mais si votre sinistre leur a coûté 3000 €, eh ben, il va falloir qu'ils amortissent avec vos primes l'équivalent de ce qu'ils ont sorti. Alors il y a des gens qui disent mais je comprends pas, je suis pas en tort et je suis résilié par ma compagnie d'assurance. Ben, une fois que je vous ai dit ça, vous avez tout compris. C'est parce que c'est votre compagnie qui vous paye et qui se récupère quelques euros de l'autre côté sur les conventions qui ont été signées entre compagnies d'assurance. Et ce qui fait qu'effectivement, si vous avez 2 sinistres où vous n'êtes pas en tort, eh bien vous êtes résilié parce que la compagnie fait un calcul. Elle se dit au bout de combien de temps je vais récupérer mes réparations, ce que j'ai sorti en réparation avec les primes d'assurance. Voilà, c'est pas plus bête que ça. D'accord. Un mot de conclusion peut-être? Ben, je pense que comme le sujet est un sujet client, je vais leur laisser le mot de la fin. Justement, Anne, là, t'as encore, j'ai envie de te demander, tu es encore cliente chez AXA, Oui, j'ai 5 contrats. Malgré tes déconvenus, qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, l'assurance de la maison, je ne fais rien tant que les problèmes je ne résilie pas l'assurance tant que les dégâts de la grêle n'ont pas été réparés. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, un deuxième contrat va tomber de fait puisqu'il s'agit d'un véhicule que je vais vendre. L'assurance vie, j'ai une assurance vie qui est réputée pour être correcte, donc je la laisse vivre. Je n'y fais même pas de virement. J'ai un capital qui va faire son petit bonhomme de chemin tranquille. D'accord, et si à la fin, elle se rend compte que la promesse n'est pas tenue de reversement de... Eh bien, on refera une vidéo. On refera tout bonnement une vidéo. Voilà. Et la dernière assurance, c'est l'assurance voiture de ma fille. Et elle est en cours de résiliation. D'accord. Et Taïeb, alors, du coup? Excusez-moi, il y a peut-être une petite précision tout de même. Quand vous imaginez que quand vous êtes client, ils sont déjà pas fichus de répondre à vos courriers recommandés avec accusé-réception. J'ai un nombre de clients, d'ex-clients qui ont écrit directement au PDG de l'entreprise qui ne répond absolument pas. Donc c'est Henri Decastre, qui est président-directeur général d'AXA. Il n'est pas président-directeur général que d'AXA. Oui, ça c'est vrai. Ça sera le sujet, un autre sujet. On aura des choses à dire là-dessus. Mais déjà quand vous voyez le peu de cas qu'ils font de leurs clients, vous imaginez le jour où vous résiliez votre contrat habitation pour aller ailleurs, alors là, c'est la catastrophe. Parce que là, du coup, vous êtes plus client. Donc, quand on voit comment ils s'occupent des dossiers de sinistres, c'est vraiment c'est pour ça que j'attends que tout soit réglé avant de résilier. Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, ça va être à peu près la même chose que Anne. J'attends aussi une réponse par rapport à ma bague. Les autres, j'ai 5 contrats. Sur les 5 contrats, j'ai 4 contrats qui sont des assurances vie. Donc, j'attends aussi. Et on verra en temps et en heure. Voilà. Très bien. Disons que pour l'assurance vie, l'inconvénient, c'est que quand on passe à une autre assurance, on perd toute l'antériorité. Tout à fait aussi. Voilà. Oui. On peut pas bouger. Parce qu'en plus, c'est plus difficile de bouger, je dirais. Tout à fait. En plus, si on veut annuler tout, on veut résilier, on a des pénalités, donc on perd de l'argent dessus, ce n'est pas la peine. Logique. D'ailleurs, j'aimerais apporter une précision. Aujourd'hui, on peut changer de compagnie comme on veut. Vous avez les résiliations classiques dans le délai de 2 mois. Vous avez la loi Châtel. Donc, la loi Châtel, vous avez la possibilité, dès la réception de l'avis d'échéance, de faire une résiliation dans les 20 jours. Alors, c'est pas la réception, c'est l'envoi. Il faut se méfier des compagnies d'assurance qui tamponnent leurs enveloppes au 1er et qui les donnent à la poste le 19. Bon, il y en a, j'ai des exemples. Vous avez la loi Hamon depuis le 1er janvier 2016 qui vous autorise à partir 2015, de la compagnie 2015 qui vous autorise à partir de la compagnie d'assurance si vous y êtes resté au minimum 1 an et vous pouvez partir donc et c'est l'assureur en plus qui charge des démarches.
Donc ça, c'est important. Mais pour l'assurance vie, il y a un très très gros problème, c'est que vous êtes pieds et poings liés avec une compagnie et vous ne pouvez pas en partir. Ça sera l'un de mes prochains combats, si je puis dire, ou actions en tout cas. Je vais saisir donc le sénateur-maire de la ville où j'habite pour lui demander effectivement d'introduire un projet de loi qui permettra aux gens de partir de la compagnie d'assurance, mais totalement, c'est-à-dire de ne même pas laisser les contrats d'assurance vie, et ça sans perdre l'antériorité fiscale, et en faisant une modification, enfin un changement de contrat simplement pour le prendre et le mettre ailleurs. Parce que là, les gens sont coincés dans les compagnies avec les contrats d'assurance vie. Voilà. Donc ça sera ma prochaine, mon prochain combat pour que tout le monde puisse se sauver quand vraiment un assureur n'assure pas. C'est le cas de le dire pour AXA. Tayeb, Anne, Olivier, merci. Merci. Et sûrement à très bientôt. Oui, j'y compte bien.